Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe Midi au 39 21. 34 centimes la minute. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous appelez au 39 21, nous dialoguons ensemble. Voici les sujets du jour. La colère des surveillants et des directeurs de prison face au manque de moyens. L'un de vos proches est incarcéré. Appelez-nous pour témoigner au 39 21. Nous reviendrons également avec vous sur ces intempéries dans le Gard et l'Hérault. Mais d'abord, Jean-Michel, ce procès à Rennes, une mère jugée pour avoir tué sa fille lourdement handicapée. Bérangère est avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Bérangère. Bonjour Jean-Michel. Vous nous appelez de Bayeux dans le Calvados. Exactement. Et votre petite fille, 8 ans, est handicapée. Voilà, j'ai une petite fille, Honorine, qui a bientôt 8 ans et qui est handicapée. Nous avons appris la maladie à l'âge de 7 mois. Elle est atteinte d'une lysencéphalie. C'est une malformation du cortex cérébral. Et donc, elle est atteinte de 3 handicaps à la fois handicapé moteur, handicapé intellectuel et handicapé visuel. Et voilà, une fois l'annonce donnée, eh bien écoutez, en fait, on est un peu lancé dans la jungle. Donc, il faut faire face et vous êtes un peu seul pour faire face. Voilà, on est vraiment très très seul, c'est-à-dire que les médecins nous donnent les diagnostics et après, eh bien voilà, on leur demande alors, quelles sont les structures. Les médecins nous disent, écoutez, ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'elle va apprendre parce que vous lui avez appris, il faut la stimuler avant l'âge de 7 ans, le plus possible, puisqu'après les neurones fonctionnent autrement. Mais voilà, il n'y a pas de structure particulière pour elle. Donc avec mon époux, on s'est après avoir avalé un peu la nouvelle, on a essayé de remonter la pente et on s'est dit que la solution c'était de monter une association pour pouvoir stimuler notre enfant pour qu'elle atteigne une certaine autonomie. Donc ça a duré pendant 4 ans et depuis 3 ans nous avons maintenant monté une école carrément puisque s'il n'y avait pas de structure où on le mettait dans une structure où il y avait les enfants handicapés moteurs ou handicapés intellectuels ou handicapés visuels, mais les 3 à la fois. Donc il fallait il était hors de question qu'on fasse un choix sur ce handicap. Et nous avons découvert une méthode qui s'appelle la méthode d'éducation connective et nous avons depuis 3 ans ouvert une école pour elle et 7 autres enfants que nous accueillons. Alors, vous en a fallu de l'énergie et du courage pour monter une école, ça c'est assez exceptionnel. On a monté, voilà, il en faut toujours parce que malheureusement pour le moment l'école n'a aucun financement public. Donc maintenant nous avons monté une école et nous sommes sûrs de ce que nous faisons puisque c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Notre fille et les autres enfants qui font partie de cette école ont tous progressé. Les 7 enfants, Bérangère, sont dans la région, j'imagine. Alors les enfants sont principalement dans la région, exactement, mais ce sont des enfants, on a aussi des sessions, des enfants qui viennent de partout en France, puisque c'est vraiment une méthode qui regroupe la totalité du handicap de nos enfants. Et c'est une méthode qui fonctionne sur plusieurs handicaps, sur ce qu'on appelle les enfants multi-handicap, avec un multi-handicap. C'est assez spectaculaire, et Bérangère, les pouvoirs publics ne vous aident pas du tout? Vous n'avez pas de contact avec, je ne sais pas... Alors si, on a des contacts avec l'ARS depuis avant notre ouverture, depuis ARS, 4 ans. Si vous pouvez préciser. L'Agence régionale de santé. D'accord. Avec qui nous demandons à avoir un agrément temporaire pour le moment, au début en tout cas, puisque il existe un agrément temporaire. Et depuis 4 ans, nous avons rencontré l'ARS multiples fois, mais rien ne bouge. Et là, on a fini par faire une rentrée un petit peu différente cette année, puisque nous avons décidé d'aller manifester devant l'ARS avec tous nos enfants handicapés pour leur expliquer qu'il faut absolument qu'ils arrivent à nous financer, parce que pour l'instant on est financé par des dons de particuliers, par des manifestations. Il y a un moment on va pas pouvoir suivre ça éternellement. Vous avez besoin de combien d'argent? Qu'est-ce que vous demandez? Alors, on demande un financement, on demande surtout une équité, parce qu'il y a une école d'éducation réductive qui s'est ouverte en Haute-Normandie et qui a été reconnue par l'ARS de Haute-Normandie, mais nous, en Basse-Normandie, pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance. Or, s'ils ont trouvé, comme ils disent, des cases pour ouvrir cette école, pour agréer cette école dans Haute-Normandie, ils doivent trouver la même chose chez nous en Basse-Normandie. Bien sûr. Donc, du coup, nous demandons tout simplement une équité. L'équité. Et voilà, on a même lancé une pétition sur Internet pour que les gens puissent être derrière nous et leur faire voir que il y a surtout les progrès sont là, les médecins sont là. Vous avez des résultats et vous voulez être aidé.
Voilà, exactement. Restez avec nous une seconde, Bérangère. Maxime. Oui, Bérangère, on a une question pour vous, posée sur Twitter avec le hashtag #1midi. Question posée par ATE. Est-ce qu'on vous a proposé, à un moment ou à un autre, un suivi ou une aide psychologique ? Pas du tout. Personne. On vous Pas du abandonne. tout. Alors, quand on a appris la maladie d'Honorine, donc elle avait 7 mois, donc voilà, on a pris vraiment c'est vraiment une planète qui nous tombe sur la tête, et là on nous dit, écoutez, voilà, il y a des choses qui se font, mais alors il y a aucun moment on nous a dit, écoutez, si vous voulez, on va vous aider psychologiquement. On a 4 enfants, Honorine est notre 4e enfant, donc il y a tout un travail aussi familial qui se fait, et aucunement, il y a un moment où quelqu'un nous a dit, écoutez, si vous voulez, on va vous rencontrer ses frères et sœurs aînés, pour pouvoir vous aider à passer ce cap. Et je peux vous dire, on a passé 6 mois difficiles, très difficiles, tant pour mon époux et moi, tant pour dans la famille. Il a fallu que chacun retrouve sa place et qu'on puisse intégrer Honorine pleinement dans notre famille. 2 questions rapides pour terminer ce témoignage qui nous touche beaucoup, Bérangère. J'imagine que vous avez abandonné, si vous en aviez une, je ne sais pas, une activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant. Voilà, alors ça c'est vraiment le témoignage qui relie un petit peu cette maman malheureuse certainement aujourd'hui. C'est que disons que souvent les mamans sont obligées d'arrêter de travailler. C'est ce qui vous est arrivé, il n'y a pas de prise en Bérangère. charge pour les enfants, ou très peu de prise en charge, et notre enfant est malade. Un rhume chez un enfant, ça se passe en 3 jours. Chez notre enfant, ça va prendre 15 jours. Entre-temps, on est certainement obligé d'aller à l'hôpital parce qu'il y a des complications, et tout ça, au quotidien, dans une vie professionnelle, c'est quasiment impossible. Donc vous avez abandonné votre vie professionnelle. Tout à fait. Et une deuxième précision, vous dites qu'une pétition circule, alors je ne sais pas où on peut la trouver. Tout à fait. Alors on peut la trouver sur le site internet de notre association qui s'appelle Honorine Lève-toi, et nous avons lancé une pétition sur ce site pour que les gens qui veulent voter, qui soient d'accord avec nous, on leur dit on est d'accord pour que l'ARS puisse se bouger et avoir un financement public, qu'on ait les mêmes droits que toute autre personne. Honorine, lève-toi. Merci Bérangère d'avoir appelé Europe 1. Nous avons recueilli votre témoignage avec beaucoup d'intérêt. Avec nous maintenant en ligne Sonia d'Arras dans le Pas-de-Calais. Bonjour Sonia. Oui, bonjour. Vous êtes vous aussi maman d'un petit garçon handicapé. Voilà, je suis maman de Liam, âgé de 5 ans, qui est polyhandicapé. Donc, c'est peut-être lui qu'on entend d'ailleurs. Oui, c'est lui. D'accord, écoutez, faites-lui un petit bisou pour nous. On lui passe le bonjour. Voilà. Donc, son état, en fait, résulte de nombreuses erreurs médicales à l'accouchement, donc une mauvaise prise en charge de l'accouchement, et il en a résulté, on va dire, de nombreuses lésions cérébrales, et qui ont amené à un polyhandicap sévère, c'est-à-dire que Liam ne voit pas, n'a pas de préhension, il ne peut pas prendre les objets, ne marche pas et est nourri par une sonde de gastrostomie. Donc un handicap très lourd. Ah oui, c'est très 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 lourd, et donc nous on habitait aux Antilles, on a dû tout quitter pour se rapprocher de la métropole, parce qu'aux Antilles, donc Liam est né à Saint-Martin. Une petite île des Antilles, donc on a dû se rapprocher de la métropole, donc j'ai dû abandonner bien sûr mon travail, je me suis séparée du papa parce que on n'avait pas peut-être la même vision de l'évolution de Liam, et puis donc voilà, je me suis retrouvée en fait en France. Heureusement, ma mère était à mes côtés, et donc c'est très difficile. C'est pour ça que je voulais témoigner sur le drame de cette maman, parce qu'en fait on se retrouve très très vite seul, puisqu'on perd son travail, parce que avec du polyhandicap sévère comme ça, on peut plus travailler, c'est impossible. Donc vous êtes obligé de vouer votre vie à votre enfant. Oui, déjà c'est du 24 sur 24, parce que moi je vois mon fils n'a pas dormi pendant 3 ans. Donc entre les crises d'épilepsie, les douleurs, on enchaîne des choses, on va dire, inhumaines, mais on est un peu seul à se battre, et du coup on se retrouve isolé parce qu'on n'a plus de travail, parce que les amis, dans mon cas, étaient très loin. Donc voilà. Et puis ce que je voulais dire, c'est que c'est malheureux aujourd'hui qu'en France, par exemple, moi je vois jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, où mon fils est rentré dans un IEM, donc un institut d'éducation motrice. Je n'ai pas pu le mettre en crèche parce que
la loi nous dit que les crèches sont obligées d'accepter les enfants handicapés, mais le problème c'est que les personnes qui travaillent malheureusement ne sont pas formées. Donc je n'ai pas pu le mettre parce qu'à chaque fois on me répondait que c'était un handicap trop lourd. Donc je ne trouvais pas de babysitter capable de m'aider ou de le garder. Donc en fait j'étais seule. J'étais seule jusqu'à 3 ans et demi et sans dormir. Donc c'est très dur et je peux comprendre un geste désespéré comme ça. Je peux le comprendre parce que quand on est seul face à une situation si difficile, je pense qu'on peut avoir un moment de grosse faiblesse. Voilà. Merci d'avoir appelé Europe 1, Sonia. On est de tout cœur avec vous parce qu'on comprend que la vie dans ces conditions-là est évidemment très difficile. Dans un instant, nous poursuivons ce dialogue au 39-21. Nous reviendrons avec vous sur cette colère qui monte dans les prisons françaises et sur ces intempéries du week-end dans le Gard et l'Hérault. Vos témoignages donc au 39-21. À tout de suite sur Europe 1. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Vous témoignez au 39-21. Dans un instant sur Europe 1, les intempéries dans le Gard et l'Hérault. Vous les avez vécues, vous nous appelez. Mais d'abord, ce coup de gueule, c'était aux alentours de 12h20 sur Europe 1, le coup de gueule du directeur de la prison de Nanterre. Il dénonce notamment le manque de moyens. Et pour parler de ce sujet avec nous sur l'antenne d'Europe 1, Samuel. Bonjour Samuel. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Saint-Fond dans le Rhône. Vous êtes aumônier en prison. Et donc vous avez appelé... peut-être après avoir entendu le directeur de la prison de Nanterre Europe 1 pour témoigner pour témoigner de ce que vous vivez, vous voyez dans les prisons. Voilà, ce que je dis, c'est plutôt ce que je vois, si ce vous que voulez. Vous voyez. Parce que si vous voulez, il y a un problème à tous les niveaux de la surveillance ou de l'administration pénitentiaire, parce qu'il y a déjà, il faut le souligner, un manque crucial de surveillants. La population pénale augmente sans arrêt, si vous voulez, mais le recrutement soit absolument insuffisant. Et alors, cela génère, si vous voulez, des problèmes d'agression verbale ou physique. Beaucoup de tensions dont vous êtes le témoin, Samuel, c'est ça? Voilà, je suis témoin, oui, bien sûr. Agression physique, quand on était surveillant, je ne l'ai jamais vue. Mais agression verbale, oui, je l'ai vue, je l'ai entendue. Alors, si vous voulez, je vais vous donner un petit peu pour qu'on comprenne la journée du surveillant, comment ça fonctionne. Je suis dans une prison neuve, une prison moderne, et les surveillants d'étage ont à peu près, je ne sais pas, 70, 75, 80 détenus à surveiller, à gérer, je dirais. Le surveillant arrive au travail. Il faut qu'il fasse l'appel, c'est-à-dire il passe dans toutes les cellules, il regarde si les gens sont bien présents et bien vivants. Et puis après commence tout le reste, c'est-à-dire pour les travailleurs, il faut aller appeler les travailleurs, il faut appeler les gens qui vont par leur famille ou par leur avocat, un autre qui va à l'infirmerie, on appelle quelqu'un qui va à l'école, au coiffeur, à la bibliothèque ou à d'autres activités. Et alors les gens frappent aux portes parce qu'ils veulent voir le surveillant, ils veulent le voir le surveillant des fois pour des choses bénignes, je dirais. Alors ils n'ont pas de cigarette, alors ils écrivent, mais le surveillant il ne peut rien faire évidemment. C'est une tension permanente. Voilà, alors il y en a un qui veut par exemple savoir son pécule. Le pécule c'est l'argent disponible sur son compte. Un autre veut savoir quel jour il sera libéré alors qu'il le sait. Voilà. Donc les gardiens sont très sollicités. Est-ce que vous avez constaté, Samuel, puisque vous avez cette expérience-là, puisque vous entrez dans les prisons, c'est un lieu par définition que l'on ne connaît pas, est-ce que vous avez le sentiment d'une dégradation de la situation dans la prison où vous intervenez? Bien sûr. Alors, si vous voulez, la prison, comme elle est neuve, ça fonctionne quand même bien maintenant. Au début, c'était très difficile, hein, mais bon, c'est normal, il fallait mettre en route cette nouvelle prison. Ça fonctionne bien, malgré tous ces problèmes, hein, mais la dégradation vient surtout de la population qui a changé de mentalité. Au début, j'étais aumônier, ça fait bientôt 11 ans. Eh bien, les anciens, les jeunes respectaient les anciens, par exemple, les anciens prisonniers, je veux dire. Hein. Oui, alors, un ancien prisonnier, on est vieux prisonnier quand on a 40 ans. Hein. Alors maintenant, c'est tout à fait le contraire. Alors les anciens se tiennent parfaitement bien, et c'est les jeunes, ceux qui ont plus du tout la même mentalité, et même ceux qui ont, je sais rien ça, moi, par exemple, 27-28 ans, et qui voient les jeunes de 20 ans, eh bien, eux-mêmes, ils considèrent qu'ils sont beaucoup plus violents, beaucoup plus durs qu'ils ne l'étaient quand ils avaient le même âge, quoi. C'est un changement important. Les plus jeunes sont moins dociles en prison qu'ils ne l'étaient
oui, auparavant. bien sûr. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit dans la rue. Mais si vous voulez, un jeune dans la rue à 14 ans, il n'a pas peur d'agresser, d'insulter. Et puis quand il a 20 ans, c'est la même chose quand il est en prison, quoi. D'accord. Merci, Sam. Ouais. Et là, il manque des surveillants, c'est ça. Il faut qu'on entende. Des moyens, manque des c'est ça. surveillants. Des moyens, davantage de surveillants pour imaginer pouvoir changer l'atmosphère à l'intérieur des prisons. Mais tout à fait, parce que, si vous voulez, les jeunes aussi, les gens sont agressifs parce qu'ils appellent le surveillant, par exemple, qui ne peut pas venir. Ils croient que le surveillant ne vient pas parce qu'il n'a pas envie de venir. Non, il ne peut pas parce qu'il court dans tous les sens. Merci Samuel d'avoir appelé Europe 1 pour témoigner de votre expérience dans les prisons. Et maintenant, avec nous en ligne, Cathy, qui nous appelle d'Auch, dans le Gers. Bonjour Cathy. Bonjour. Vous aussi, vous avez appelé Europe 1. Votre conjoint est incarcéré, c'est ça? Oui, ça fait 7 ans qu'il est incarcéré. 7 ans, donc c'est une peine longue, oui. Oui, une peine longue. Mais par contre, moi, j'ai toujours eu affaire à des surveillants qui ont toujours été formidables, en fait. Je ne vais pas plaire à toutes les femmes de détenues. D'accord. Et je m'en fiche. Mais témoignez de ce que vous vivez. Donc, vous dites que les gardiens de prison sont formidables, c'est ça? Eh ben, avec moi, formidables. Il y en a qui ne sont pas formidables. Mais moi, j'ai toujours eu affaire à des gens compréhensifs. Oui. Bon, c'est vrai que je suis atteinte d'une maladie, donc peut-être qu'ils ont pris des gants avec moi, je ne sais pas. D'accord. Mais quand vous y allez, vous êtes bien accueillis? Oui. Par exemple, la semaine dernière, je n'avais pas du tout de nouvelles de mon conjoint. J'ai appelé la prison. Et le surveillant a été le chercher pour me le passer au téléphone. Jamais j'aurais cru qu'un surveillant aurait été capable de faire ça. Donc bon, il y en a des pourris, mais il y en a qui sont vraiment humains. Il y a des gens humains et il faut travailler à leur place aussi. C'est un métier évidemment difficile et vous... C'est la jungle. Ouais. C'est la jungle. C'est vraiment la jungle. On ne le dit pas assez. C'est vrai que souvent... des personnes qui vont visiter des membres de leur famille en prison ont plutôt tendance à se plaindre ou en tout cas à évoquer un climat humain qui n'est pas à la sympathie ni à la compréhension. Et donc c'est bien, Cathy, de pouvoir témoigner de choses différentes. Moi, il a fait 3 maisons différentes, trois prisons différentes. Oui. Et sur les 3 prisons, je ne sais pas pourquoi, peut-être j'ai eu de la chance, je ne sais pas, parce qu'il n'est pas sain, hein, c'est pas quelqu'un de facile. Justement, il était en QI récemment. Et à chaque fois, je suis tombée sur des surveillants qui étaient à l'écoute, quoi, qui étaient là. Et vous vous rendez compte, un surveillant qui va le chercher pour me passer le téléphone. Je comprends. Il n'y a pas beaucoup de surveillants qui font ça, quoi. Écoutez, il avait d'autres choses à faire, le surveillant. Voilà, c'est une note... Il faut reconnaître aussi qu'il y en a qui sont humains. Bon, pas tous, hein. Il y en a, bon, c'est pas évident. Mais il faut reconnaître qu'il y a des gens humains dans ce métier. Voilà, ce quotidien difficile de la prison, il était tout à fait intéressant, Cathy, que vous nous apportiez votre témoignage. Et je vous remercie d'avoir appelé Europe 1. Europe 1, il est 13h32. Jean-Michel Apathy et Maxime Switek vous écoutent sur Europe 1 tous les jours. Pour témoigner, c'est le 39 21 34 centimes la minute. Nous avons évoqué les intempéries qui se sont produites ce week-end dans l'Hérault. Et Nathalie nous appelle de Saint-Bosille de Montmel. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Michel. Donc c'est dans l'Hérault, vous avez été victime des intempéries à nouveau ce week-end? Alors moi j'étais une victime collatérale parce que j'étais en fait dans le Tarn où effectivement il y a eu des orages pas possibles. Oui. J'étais à un mariage et je suis revenue par l'autoroute 75 hier, qui a été coupée au niveau du trou énorme qui a vu les photos, qui a été fait par les éboulements. Spectaculaire. Et au lieu de mettre 3 heures, on a mis 6 heures pour rentrer. Et donc vous étiez en voiture, c'est ça, hein? J'étais en voiture et on nous a fait sortir à l'Odève et j'ai vu effectivement dans l'Odève toutes les alluvions, les rues qui étaient complètement avec des cailloux, avec les pompiers qui vidaient les caves, etc. Ceci étant, moi vivant dans l'Hérault, j'ai connu des épisodes de Cévenol importants et très importants. Il est bien évident, c'est que nous sommes
sommes dans une région où il faut faire extrêmement attention, qu'il y a eu des accidents, que les gens n'hésitent pas à forcer les barrages, les routes interdites, et comment dirais-je, et que quand je suis arrivée dans la région, on m'a dit tu sais comment tu pars, tu n'es pas sûr de rentrer. Ah bon, donc dans la région, on a intégré les aléas climatiques au point de dire aux gens, voilà. Ah oui, absolument. T'es pas sûr de rentrer chez toi. Ah, absolument. Et il y a toujours des gens qui sont dans des 4x4. On se demande d'ailleurs pourquoi ils ont des 4x4 dans la région, parce qu'il n'y a pas de neige. Parce qu'ils aiment bien, sans doute. Citadine. Ouais. Et quand ils vous dépassent à des vitesses absolument faramineuses, ils vous balancent des rideaux de pluie sur les voitures. C'est absolument... Mais c'est vrai que moi, les épisodes Cévenol, je les connais et je ne sors pas. Voilà. Et le météorologiste, c'est dur à dire, je savais que j'allais patiner, que nous avions tout à l'heure dans le journal, disait, mais en fait, contrairement à l'idée reçue, ça se passe tout le temps comme ça. Ça n'est pas le réchauffement climatique qui provoque soit la multiplication de ces phénomènes-là, soit leur caractère absolument exceptionnel. Moi j'écoute la météo, j'ai écouté M. Cabrol vendredi matin au moment où je devais partir, qui nous a dit on surveille pour dimanche. On s'est posé la question de savoir si on devait rentrer hier ou aujourd'hui, et finalement on est rentré hier, mais on a été bifurqué, ce qui a provoqué des encombrements. Et ce que je disais à votre collaboratrice, c'est que j'ai été très étonnée parce qu'au moment de récupérer la 75 pour revenir sur Montpellier, il y avait des voitures arrêtées n'importe comment, mais qui photographiaient quand même. Ah oui, c'est ça. Des gens qui photographiaient. Ils étaient au spectacle. Je ne sais pas ce qu'ils photographiaient, notez. Écoutez, eux le savaient sans doute, mais pour certains, c'est du spectacle et je comprends que cela vous ait paru désagréable. Merci Nathalie de nous avoir apporté votre témoignage. Et avec nous en ligne, Olga de Montauban. Bonjour Olga. Ah, Alain, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu l'affiche. Alain, bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez été vous aussi victime des intempéries ? Oui, pas cette fois, mais lors de l'épisode de Cévenol précédent qui a eu lieu il y a 3 semaines à Montpellier, on a été véritablement assez surpris par quelque chose de très très brutal. Oui. Et dans certaines rues de Montpellier, il y avait 20 à 30 cm d'eau, et en particulier dans un site particulier de Montpellier qui s'appelle les Jardins du Pérou, il y avait des cascades qui descendaient de ce Jardin du Pérou, qui bloquaient complètement les rues. Et donc là, si vous voulez, on a été un peu pris de court, même si, bon, j'habite dans cette région depuis une trentaine d'années, donc j'ai l'habitude de ces épisodes Cévenol, mais là, véritablement, on n'avait pas été tellement prévenu. Oui. Donc ce que je veux dire, c'est que la météo n'est pas une science, et que il faut être prêt. Quand on nous dit qu'il va y avoir un épisode Cévenol, eh bien, il vaut mieux rester chez soi, même si on ne dit pas dans le détail ce qui va se passer. Je rejoins tout à fait ce que disait votre auditrice précédente. Nathalie. Oui, Nathalie, il y a des gens qui sont totalement inconscients et qui partent, vont et viennent, etc., alors qu'on leur dit il vaut mieux rester chez soi. C'est ce qui a été dit d'ailleurs le week-end dernier à Montpellier. Il est tombé 3 gouttes à Montpellier, mais on est resté chez soi et on a évité quelque chose qui aurait pu être grave. Ça n'a pas été le cas, mais ça aurait pu l'être. Merci pour votre témoignage, Alain, et je mentionnerai juste la conclusion de Nathalie. Il faut écouter, car elle était informée, Laurent Cabrol ou Valérie Darmon dans Europe Midi, et comme ça vous saurez tout de la météo. Europe Midi, la suite dans 2 minutes. Un peu de gastronomie, de musique, de télé. On a quelques coups de cœur pour vous. Et j'ai failli oublier Mathieu Noël. À tout de suite. Tous les après-midi sur Europe 1. Venez rire et jouer avec Cyril Hanouna et ses acolytes.